Je n'avais jamais eu l'intention de creuser cette question. Tout a commencé par un simple projet de généalogie, le genre de recherche que des millions de gens entreprennent chaque année, retraçant leurs arbres familiaux, fouillant dans de vieux registres, retrouvant leurs ancêtres. Rien d'extraordinaire. Mais quelque part entre les données de recensement et les papiers d'immigration, je suis tombé sur quelque chose qui clochait. Un schéma. Pas dans une seule lignée familiale, mais dans des dizaines, des centaines peut-être. Et plus je creusais, moins tout cela avait de sens. Des noms modifiés, pas progressivement, pas par mariage ou évolution linguistique naturelle, mais brusquement, complètement. En l'espace d'une seule génération, parfois en l'espace d'une seule année, des identités familiales entières ont été réécrites. L'explication officielle, l'immigration, l'assimilation, des erreurs administratives. Mais si ce n'était pas aussi simple, et si ces changements n'étaient pas du tout aléatoires, mais des effacements coordonnés, des actes délibérés conçus pour couper des populations entières d'un héritage qu'elles n'étaient jamais censées se rappeler? Laissez-moi vous montrer ce que j'ai découvert. Aux États-Unis, entre 1880 et 1920 environ, les registres d'immigration révèlent quelque chose de singulier. Des familles arrivant d'Europe de l'Est, d'Asie centrale et de certaines régions de Russie débarquaient avec un ensemble de noms, des patronymes complexes avec des suffixes inhabituels, des structures linguistiques qui ne correspondaient pas aux régions dont ils prétendaient venir. Puis, en l'espace de quelques mois, parfois de quelques semaines après leur passage par Ellis Island ou d'autres ports d'entrée, ces noms changeaient. Pas raccourcis, pas anglicisés de la manière habituelle qu'on connaît. Remplacés. Un homme nommé Tartakov devient Thompson. Une femme nommée Tartarescu devient Taylor. Des enfants portant le nom Tartarian sont inscrits dans les registres scolaires sous les noms de Turner, Travis ou Thomas. Et cela n'arrive pas qu'à une seule famille, mais à des milliers, dans de multiples points d'entrée, sur plusieurs décennies. Le récit officiel nous dit que c'était volontaire, que les immigrants choisissaient d'adopter de nouveaux noms pour s'intégrer, pour éviter la discrimination, pour repartir à zéro dans un nouveau monde. Et bien sûr, c'est arrivé. De nombreux documents l'attestent. Mais ça, c'était différent. Parce que le schéma se répète avec une précision troublante. Pour ceux qui ne connaissent pas la théorie tartare, voici les bases. Des chercheurs affirment qu'il existait une civilisation avancée, appelons-la Tartarie, ou l'Ancien Monde, qui a existé jusqu'à une époque relativement récente. On ne parle pas d'histoire antique. On parle des années 1800. Cette civilisation aurait laissé derrière elle des preuves architecturales que l'histoire officielle peine à expliquer, des structures élaborées, des principes de conception cohérents, une ingénierie avancée. Et elles apparaissent partout. San Francisco, Saint-Pétersbourg, Melbourne, Buenos Aires, Calcutta, des bâtiments qui partagent le même langage architectural, le même niveau de sophistication, le même détail curieux, des rez-de-chaussée enterrés, des fenêtres à moitié ensevelies, comme si un événement catastrophique, une inondation de boue, avait recouvert les niveaux d'origine. L'explication conventionnelle, différents architectes, différentes époques, convergence de tendances architecturales. Mais voici ce qui m'a amené à relier l'architecture au changement de nom, le calendrier. La même période où les familles effaçaient leur patronyme tartare, approximativement entre 1870 et 1920, coïncide presque exactement avec le moment où ces bâtiments magnifiques commencent à être attribués à des architectes locaux avec des dossiers bien ficelés. Quand des expositions universelles présentent soudainement des technologies qui semblent surgir de nulle part pour disparaître tout aussi rapidement. Quand les anciennes cartes cessent de mentionner la Tartarie comme un lieu. Les bâtiments demeurent. Les preuves de l'inondation de boue demeurent. Les mystères architecturaux demeurent. Mais les gens qui auraient même pu les construire, leurs noms ont été changés, et ce n'est pas une coïncidence. Ça ne peut pas l'être. Parce que si vous effacez les noms, vous effacez les bâtisseurs. Si vous effacez les lignées familiales,
vous effacez la connaissance de qui a réellement créé ces structures. Le schéma se répète avec une précision troublante. Partout où vous trouvez des preuves architecturales tartares, vous trouvez des effacements généalogiques dans la même période approximative. Même phénomène, même lieu, même silence systématique. Si vous pensez que c'était juste un phénomène américain, regardez l'Europe. Dans les années 1890 et au début des années 1900, les registres de recensement en France, en Allemagne, en Autriche-Hongrie et dans l'Empire russe montrent des discontinuités similaires. Des familles portant des noms de famille enracinés dans ce que les chercheurs décrivent comme des origines linguistiques, tartares ou tartariennes, disparaissent soudainement des registres administratifs. Pas parce qu'elles sont mortes, pas parce qu'elles ont déménagé, elles sont simplement devenues d'autres personnes. Les Tartakov de Moscou apparaissent dans le recensement de 1880. En 1897, ce sont les Tarasov. Noms différents, même adresse, même profession. Aucune explication dans les registres. En Prusse, une famille nommée Tartenberg apparaît dans les registres fonciers pendant 3 générations, 1820, 1850, 1870, puis, en 1891, la propriété est inscrite sous le nom de Tannenberg. Même parcelle, même structure familiale. La documentation de transition, manquante. Cela soulève une question simple mais cruciale. Pourquoi des familles établies, avec des noms reconnus, des droits de propriété et un statut social, effaceraient-elles volontairement leurs identités dans plusieurs pays, toutes dans la même fenêtre temporelle étroite, toutes sans documentation appropriée et toutes en faisant comme si de rien n'était? Plus je creusais, plus j'en trouvais. France, Italie, Espagne, Pologne, Roumanie. Le schéma se répète. Si vous trouvez cette recherche intéressante, pensez à vous abonner ou à devenir membre YouTube. Ce genre de travail d'investigation prend du temps, et votre soutien aide à empêcher que ces histoires oubliées ne restent enterrées. Et c'est là que ça devient encore plus étrange. En Chine et en Mongolie, pendant la fin de la dynastie Qing, des réformes administratives entre 1880 et 1910 ont inclus une standardisation généralisée des noms de famille. Les registres officiels décrivent cela comme une modernisation, une façon de rationaliser les données de recensement et la fiscalité. Mais les détails racontent une autre histoire. Les familles dans les régions historiquement associées aux populations tartares, Mongolie intérieure, Mandchourie, certaines parties du Xinjiang, ont vu leurs patronymes ancestraux remplacés par des équivalents Han chinois, pas translittérés, remplacés, et les anciens noms, effacés des registres officiels. Au Japon, pendant la restauration Meiji, des réformes similaires ont eu lieu. L'édit sur les noms de famille de 1875 exigeait que tous les citoyens adoptent des noms de famille officiels. Mais ce dont on parle rarement, c'est le nombre de noms existants, particulièrement ceux ayant des liens avec les régions Aïnou ou du Nord influencées par les Tartares, qui ont été discrètement éliminés des registres et remplacés par des alternatives approuvées. Pourquoi? Pourquoi cette urgence? Pourquoi cette coordination? Pourquoi ce silence? L'Empire ottoman présente peut-être l'anomalie la plus flagrante. Pendant des siècles, le système administratif ottoman a maintenu des registres de population détaillés, registres fiscaux, listes de conscription militaire, actes de propriété. Ces documents sont remarquablement complets. Sauf pour une chose. Entre 1870 et 1920 environ, les registres de famille portant des noms de famille tartares ou tartariens deviennent de plus en plus rares. Pas absents, rares. Et quand ils apparaissent, ils sont souvent notés comme ayant adopté de nouveaux noms sous divers édits de réforme. Les anciens noms cessent simplement d'apparaître. Mais voilà le hic. L'Empire ottoman était multilingue, multiethnique et relativement tolérant envers les diverses conventions de dénomination. Les Grecs gardaient leurs noms grecs.
Les Arméniens gardaient leur nom arménien. Les Slaves, les Arabes, les Kurdes, tous maintenaient leurs identités linguistiques et familiales. Alors, pourquoi les noms tartares devaient-ils disparaître? L'explication officielle s'effondre ici. Si l'assimilation et la modernisation étaient les objectifs, pourquoi cibler ce groupe ethno-linguistique spécifique de manière si systématique, tout en laissant les autres intacts? Une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus l'ignorer. On parle d'un phénomène qui s'étend sur plusieurs continents, des dizaines de pays et des systèmes politiques vastement différents, monarchies, empires, démocraties émergentes, administration coloniale. Et pourtant, dans la même période approximative, tous ces systèmes ont mis en œuvre des politiques similaires qui ont abouti au même résultat, l'effacement systématique des noms de famille tartares et tartariens des registres officiels. Aucun traité international ne l'a imposé, aucune conférence mondiale ne l'a coordonné, aucune puissance unique ne contrôlait tous ces territoires simultanément. Et pourtant, c'est arrivé. Partout, tout à la fois. C'est le problème de la coordination. Comment quelque chose comme ça peut-il se produire sans organisation centrale, sans documentation, sans que personne, nulle part, ne s'interroge sur la réécriture de lignées familiales entières? Les preuves suggèrent quelque chose de bien plus vaste qu'une coïncidence bureaucratique ou un changement culturel organique. Si cette recherche vous fait remettre en question ce qu'on nous a raconté, vous n'êtes pas seul. Laissez un commentaire avec vos réflexions, je les lis tous, et vos observations aident à façonner les futures investigations. L'aspect le plus troublant de tout ce phénomène est peut-être le silence. Quand d'autres groupes ethniques ont fait face à la persécution ou à l'assimilation forcée, il y a eu des protestations, des soulèvements, une documentation de la résistance, des lettres, des journaux intimes, des articles de presse, une trace quelconque de gens disant « c'est injuste, cela nous arrive ». Mais pour les changements de nom tartariens, rien, aucune résistance documentée, aucune protestation enregistrée, aucune lettre familiale disant « les autorités nous ont forcés à changer notre nom ». Aucun article de journal dénonçant l'effacement du patrimoine culturel. Le silence était assourdissant, et ce silence soulève plus de questions qu'aucune réponse ne pourrait résoudre. Les gens ont-ils été menacés pour obtenir leur conformité? Les changements étaient-ils si normalisés, si ancrés dans la routine bureaucratique, que personne n'a pensé à résister? Ou la documentation est-elle simplement manquante, retirée, détruite ou cachée dans des archives auxquelles nous n'avons pas accédé? On ne sait pas. Et c'est là que le récit officiel devient impossible à ignorer, non pas à cause de ce qu'il explique, mais à cause de ce qu'il refuse d'aborder. Si vous cherchez des études académiques sur ce phénomène, vous trouverez presque rien. Pas grand-chose. Presque rien. Il y a des articles sur l'immigration et les changements de nom, des études sur l'assimilation, des analyses linguistiques de l'évolution des patronymes. Tout cela est valable, tout cela est bien documenté. Mais sur ce schéma spécifique, l'effacement coordonné des noms de famille tartares et tartariens sur plusieurs continents dans une fenêtre temporelle précise. Silence. Quelques références éparses. Une note de bas de page par-ci, une mention en passant par là. Mais aucune étude exhaustive, aucun historien ne demandant « pourquoi cela s'est-il produit ?» Aucun sociologue n'examinant l'ampleur et la coordination, aucun généalogiste ne cartographiant la nature systématique des effacements. C'est comme si la communauté académique avait collectivement décidé que cela ne valait pas la peine d'être étudié, ou ne pouvait pas l'étudier, ou était subtilement découragé de l'étudier. Plus je creusais, plus les portes se fermaient, des documents d'archives soudainement indisponibles, des registres perdus dans des incendies, des bases de données généalogiques entières avec des lacunes inexplicables exactement dans les années et les régions où ces changements de nom se sont produits. Pas partout, pas tout le temps, mais suffisamment pour le remarquer, suffisamment pour s'interroger. Les noms ne sont pas que des étiquettes,
Ce sont des marqueurs d'origine, des porteurs d'histoire, des liens vers des terres ancestrales et des peuples oubliés. Quand vous changez un nom, vous ne modifiez pas simplement un mot, vous rompez des connexions. Vous rendez plus difficile pour les descendants de retracer leur lignée. Vous effacez des indices linguistiques qui pourraient même pointer vers une histoire différente de celle officiellement enregistrée. Et si vous faites cela systématiquement, à travers les générations, à travers les continents, vous pouvez effectivement effacer tout un patrimoine de la mémoire collective. En 3 générations, personne ne se souvient des anciens noms. En 5, personne ne sait qu'il faut les chercher. En 7, l'idée même qu'il y avait quelque chose à chercher semble absurde. Est-ce ce qui s'est passé? Une identité culturelle entière a-t-elle été systématiquement démantelée par quelque chose d'aussi simple que des changements de nom? Et si oui, pourquoi? Que cachait-il? Quel patrimoine était si dangereux qu'il fallait l'effacer non pas par la violence ou la conquête, mais par la paperasse et la bureaucratie? Quelques traces subsistent. Dans des villages reculés de Sibérie, de Mongolie et d'Asie centrale, on peut encore trouver des personnes âgées portant des noms qui conservent les anciens marqueurs linguistiques. Tartakov, Tartarsky, Tartarescu, des noms qui, selon les histoires officielles, ne devraient pas exister ou auraient dû naturellement évoluer vers autre chose à présent. Mais non. Ils ont persisté, dans des poches isolées, dans des endroits où la portée bureaucratique était limitée, où les réformes n'ont pas complètement pénétré, où des familles se sont accrochées à leurs noms malgré la pression pour les changer. Et quand vous parlez à ces gens ou lisez les rares études ethnographiques qui documentent leurs histoires, un fil commun émerge. Leurs grands-parents ou arrière-grands-parents parlaient tout d'une époque où tout le monde portait ces noms, quand les patronymes tartares étaient courants, banals, normaux. Puis quelque chose a changé. Les autorités sont venues, des papiers ont été délivrés, les noms ont été enregistrés différemment, et lentement, tranquillement, les anciens noms se sont estompés. Pas par la force, pas par la violence, par l'administration, par la paperasse, par le simple acte bureaucratique d'écrire un nom différent dans un registre. Et voici la partie la plus étrange. Personne ne semblait penser que cela valait la peine d'être mentionné. Vous vous demandez peut-être, quel est le rapport entre tout cela et l'architecture, avec les grands bâtiments et les infrastructures avancées que d'autres chercheurs associent aux théories tartariennes? Tout. Parce que si vous effacez les noms, vous effacez les bâtisseurs. S'il n'y a aucun registre de personnes d'origine tartarienne, alors ces personnes n'auraient rien pu construire. Elles n'auraient pas pu posséder de connaissances avancées. Elles n'auraient pas pu faire partie d'une civilisation sophistiquée. Elles n'ont tout simplement jamais existé. Et sans les noms, sans la trace généalogique, il n'y a aucun moyen de relier les descendants modernes à ce qui est venu avant. Aucun moyen de revendiquer un héritage littéral ou culturel. Aucun moyen de dire « mes ancêtres ont construit ça ». Le mystère architectural et l'effacement généalogique sont peut-être les 2 faces d'une même pièce. Effacez les noms et vous effacez la revendication des structures. Effacez les lignées familiales et vous effacez les connaissances que ces familles auraient pu transmettre. C'est élégant d'une manière horrifiante. Vous n'avez pas besoin de détruire des bâtiments, il vous suffit de vous assurer que personne de vivant ne peut prouver que ses ancêtres les ont construits. Plus je faisais des recherches, plus je réalisais que ce n'était pas seulement une question de nom, c'était une question de mémoire. Mémoire culturelle, mémoire ancestrale, mémoire collective, tout cela systématiquement rompu par un processus qui, en surface, semblait parfaitement raisonnable. Immigration, modernisation, efficacité administrative. Mais enlevez les justifications et il vous reste une réalité inconfortable. Des populations entières ont été déconnectées de leur patrimoine de mémoire d'homme et personne ne semblait le remarquer ou s'en soucier. Comment? Comment quelque chose d'aussi massif peut-il se produire sans prise de conscience collective? La réponse, je pense, c'est que c'était normalisé, bureaucratisé, transformé en routine.
Chaque cas individuel semblait raisonnable isolément. Un changement de nom ici, un ajustement administratif là. Rien de sinistre. Rien qui mérite d'être questionné. Mais quand vous prenez du recul et regardez l'ensemble, c'est stupéfiant. Alors que s'est-il réellement passé? Je n'ai pas de réponse définitive. Personne n'en a. C'est bien là le problème. Mais je peux vous dire ce que les preuves suggèrent. Entre 1870 et 1920 environ, il y a eu un effort coordonné et mondial pour effacer les noms de famille tartares et tartariens des registres officiels. Cet effort s'est étendu sur plusieurs continents, a impliqué des dizaines de pays avec des systèmes politiques vastement différents et s'est produit sans presque aucune résistance documentée ni reconnaissance publique. Pourquoi? Que cachait-il? Quel patrimoine était si dangereux qu'il fallait l'effacer systématiquement, non pas par la violence, mais par la bureaucratie? Y a-t-il eu une directive mondiale dont nous ignorons l'existence? Un accord tacite entre les puissances mondiales pour réécrire certaines généalogies? Ou était-ce quelque chose d'encore plus étrange, une sorte d'auto-effacement culturel, où les descendants de Tartarie eux-mêmes ont choisi d'oublier? Et si c'est le cas, que savaient-ils que nous ignorons? Les noms portent des histoires, les lignées préservent les connaissances. Quand vous effacez les deux, qu'est-ce qui disparaît avec eux? Des techniques de construction, des structures organisationnelles, des événements historiques qui ne correspondent pas au récit approuvé. Nous ne le saurons jamais, parce que les gens qui auraient mal pu transmettre ces connaissances ont été systématiquement déconnectés de leur passé. Leurs enfants ont reçu de nouveaux noms, de nouvelles origines, de nouvelles histoires. Et en quelques générations, les anciennes connaissances ont simplement disparu, pas détruites, oubliées. Il y a une différence, et cette différence me hante. Parce que quelque part, dans des archives poussiéreuses et des documents oubliés, la vérité existe peut-être encore. Les noms d'origine, les registres familiaux, les connexions entre les populations modernes et ce qui est venu avant. Mais les trouver, les prouver, c'est le défi. Et peut-être que c'est exactement ainsi que c'était conçu pour fonctionner. J'ai commencé cette investigation en cherchant des ancêtres. Ce que j'ai trouvé, c'est un vide soigneusement construit, bureaucratiquement entretenu, là où un patrimoine entier existait autrefois. Et je ne peux m'empêcher de demander, pourquoi? Pourquoi aller si loin? Pourquoi coordonner un effort si massif dans tant de pays? Pourquoi effacer ces noms et pas d'autres? De quoi avait-il si peur que nous découvrions? L'histoire officielle n'offre aucune réponse, seulement le silence, seulement des lacunes, seulement le refus persistant et exaspérant de reconnaître que quelque chose s'est produit, quelque chose d'assez important, d'assez menaçant pour nécessiter un effort mondial pour l'effacer. Et c'est ce qui me pousse à continuer à creuser, pas parce que j'ai des réponses, mais parce que les questions ne me lâchent pas, parce qu'une fois que vous voyez le schéma, une fois que vous remarquez les effacements coordonnés et les coïncidences impossibles et le silence assourdissant, vous ne pouvez plus l'ignorer, et vous ne pouvez vous empêcher de vous demander ce que nous avons perdu quand ils ont changé les noms.